officiellement, la raison, en tout cas invoquée, de Donald Trump, c'est lutter contre le trafic de drogue. C'est ça? Bon, je pense qu'en effet, il y a un problème de drogue et de manière générale d'addiction Oui. chez les Américains. Mmh. Ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. Déjà en 1971, le président Nixon Oui. de l'époque avait déclaré que l'ennemi principal, l'ennemi numéro un de la population américaine et des États-Unis, c'était l'abus de drogue. Et en fonction de cet adversaire potentiel, les États-Unis avaient développé une stratégie de lutte contre le crime organisé. Et c'est à partir de ce moment-là où, en effet, sous l'égide des États-Unis, il y a eu toute une évolution dans la lutte contre le crime organisé dans le monde, en allant vers la pénalisation des drogues de manière générale. Faut pas oublier que jusque dans la deuxième moitié des années du XXe siècle, un pays tel que la France commerçait des drogues. Oui, la fameuse French Connection. Non, mais là, c'est différent. C'est-à-dire l'État français, en Indochine, commerçait, c'était légal de commercer de la drogue, et notamment de l'opium. Et c'est la vente de l'opium qui servait à financer le budget de l'État français dans l'économie. Là, je parle de 1950. Et donc, c'est pour ça que ce tournant américain de lutte contre les drogues dans les années 70 a été très important, et notamment en Amérique latine. C'est parce que c'est à partir de ce moment-là où il y a eu ce tournant répressif qui a provoqué énormément de morts, de violences et, in fine, peu de résultats en ce qui concerne la lutte contre les addictions aux États-Unis, puisque la question de l'abus de drogue dans la société américaine est une problématique qui est extrêmement d'actualité. Et centrale, oui. Et centrale, malgré 50 ans de lutte contre les drogues. Et donc, je pense que là où on rentre dans la réponse à votre question, c'est que aujourd'hui, la principale source de drogue et d'abus de drogue aux États-Unis et au Canada, c'est la consommation de fentanyl. Or, le fentanyl n'est pas produit majoritairement en Colombie, ni au Venezuela, ni en Colombie, mais il s'agit d'une drogue synthétique dont les précurseurs sont produits en Chine et qui sont par la suite transformés dans des laboratoires soit au Mexique, soit aux États-Unis. Donc de ce point de vue-là, l'argument qui est utilisé par l'administration américaine pour justifier ces opérations en disant « nous attaquons des narcotrafiquants qui représentent une menace pour la sécurité nationale des États-Unis », certes, il y a des exportations de cocaïne qui, elles, viennent de Colombie, du Venezuela, soit d'autres pays sud-américains, mais en termes de proportion, cette cocaïne, elle va aujourd'hui désormais davantage vers l'Europe que les États-Unis. Donc c'est pour ça que l'argument qui est utilisé par l'administration américaine justement pour de lutter contre le trafic de drogue. Si on voit la réalité du trafic de drogue aux États-Unis, la consommation de drogue aux États-Unis, cette consommation, elle est beaucoup plus focalisée aujourd'hui sur le fentanyl, beaucoup plus que sur le cocaïne. C'est pour ça que l'argument utilisé par l'administration américaine me semble assez fragile. Parce que Donald Trump dit que Nicolás Maduro, qui est le président du Venezuela, et son gouvernement sont à la tête d'une vaste organisation du trafic. Ça signifie... qu'est-ce que ça cache alors, en fait, cet argument qui est pour vous pas tout à fait réel, en fait, d'attaquer le Venezuela? Qu'est-ce qu'il y a derrière les intentions des Américains? Bon, je pense que d'abord, il faut avoir à l'esprit ce qui s'est passé durant le premier mandat de l'administration de Donald Trump. Durant ce premier mandat, l'administration américaine avait souhaité mener à bien un changement de régime au Venezuela. Il ne faut pas oublier que c'est durant l'administration de Donald Trump qu'une personnalité appelée Juan Guaido s'était autoproclamé président du Venezuela, et que cela avait été fait avec le concours et le soutien de l'administration américaine. C'est Washington qui avait fait pression sur ses partenaires, notamment ses partenaires européens, et je pense au premier lieu à l'Espagne et à la France,
pour que la communauté internationale, en tout cas les pays européens, la plupart des pays latino-américains, aillent vers une reconnaissance de Juan Guaidó, qui était une manière pour l'administration américaine de soutenir cette initiative. Il ne faut pas non plus oublier quelles sont les raisons qui ont poussé à l'époque Donald Trump à prendre cette initiative. C'est que bonne partie de son électorat, notamment dans des États clés, je pense à la Floride, je pense au Texas, eh bien, il s'agit d'un électorat latino, mais conservateur et dont les familles sont originaires d'une diaspora venant soit de Cuba, soit du Venezuela. C'est le cas de Marco Rubio, par exemple. Absolument. Ce qui est la différence et ce qui a un peu évolué entre le mandat de Trump 1 et le mandat de Trump 2, c'est que Marco Rubio était certes un acteur clé dans la construction de la politique étrangère américaine vis-à-vis de l'Amérique latine, sauf que durant le mandat de Trump 1, Marco Rubio était un outsider, il était à l'époque sénateur, et c'est lui qui, d'une certaine manière, court-circuitait le département d'État américain pour imposer ses vues, ses initiatives et ses priorités de politique étrangère. Or, durant ce mandat de Trump 2, Marco Rubio est au cœur du dispositif gouvernemental, puisqu'il est non seulement secrétaire d'État, mais en plus, il cumule ce poste avec conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. C'est quelque chose d'assez inédit en fait, dans l'histoire de la diplomatie américaine, qu'une même personne concentre ses pouvoirs. Et on a pu voir durant ce premier semestre comment Marco Rubio, sur le dossier du Venezuela, a gagné des points dans un rapport de force qui l'oppose avec le conseiller spécial pour les affaires réservées du président Trump, qui s'appelle Richard Grenell. Richard Grenell a été très actif au début du deuxième mandat de Donald Trump pour permettre que des majors pétrolières américaines puissent avoir des activités au Venezuela, de reprendre des activités commerciales, alors même qu'il y avait eu des sanctions qui avaient été décrétées d'abord par Trump et qui avaient été maintenues par l'administration démocrate de Joe Biden. Et donc, de ce point de vue-là, la nouveauté de ces dernières semaines, c'est qu'on voit bien qu'il y a une sorte de rapport de force qui s'est inversé en la faveur de Marco Rubio, qui lui est un défenseur d'une ligne beaucoup plus punitive. Je vous laisse prendre un petit verre d'eau qu'on vient de vous amener. Effectivement, vous n'êtes pas le seul. Certains observateurs évoquent cette possibilité de ces fameux élus républicains de Floride prenant le Venezuela comme prétexte pour se venger de Cuba. Nicolás Maduro, le président vénézuélien, ayant été lui-même formé à Cuba. Oui, et je pense qu'il ne faut pas oublier, négliger le fait que l'entourage le plus proche, c'est-à-dire les aides de camp du président Maduro, sont en lien direct avec le gouvernement cubain, voire même ont un lien direct, voire même sont cubains. Donc ça, faut bien avoir à l'esprit qu'en termes de sécurité... La dimension cubaine est très importante dans cette affaire, entre guillemets, vénézuélienne. C'est ça. Absolument. C'est très non important. Seulement en fonction des liens économiques et politiques, mais y compris sur la question de la sécurité immédiate du président vénézuélien. Alors, le président vénézuélien, lui, dit que les États-Unis veulent le renverser pour s'emparer des réserves de pétrole. Ils ont beaucoup de pétrole, effectivement, les Vénézuéliens, mais les Américains en ont pas mal aussi. Hein. Évidemment, je pense qu'il y a eu une évolution importante dans le marché du pétrole mondial ces dernières années, suite à l'apparition du gaz de schiste et de l'exploitation par les États-Unis du gaz de schiste, ce qui permet aux États-Unis de redevenir un acteur majeur dans ce secteur-là. Néanmoins, il est clair que l'apport du brut vénézuélien est important pour le gouvernement américain, à tel point que, comme je l'ai déjà souligné, il y a eu des initiatives prises au plus haut niveau par des majors américaines du pétrole pour pouvoir avoir accès de nouveau aux réserves vénézuéliennes. Et c'est toute l'action du conseiller spécial du président Trump, Richard Grenell, pour permettre que ces majors disposent des autorisations, donc la levée des sanctions américaines pour pouvoir
agir. Donc de ce point de vue-là, le pétrole vénézuélien est important, reste une source d'approvisionnement importante pour Washington. Oui. Et donc c'est pour ça que de ce point de vue-là, l'argument, il existe, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier la dimension régionale de ce qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui dans cette zone des Caraïbes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, il y a des réserves vénézuéliennes qui sont très mal exploitées compte tenu de la déliquescence du secteur de l'État vénézuélien et surtout de son industrie pétrolière qui est publique, mais aussi de la très forte expansion de l'activité pétrolière dans le pays voisin du Venezuela, le Guyana, qui est en train de se transformer dans une major, un pays qui est amené à être un acteur central dans l'exploitation de pétrole dans le monde. Et il y a quelques jours, le Brésil a aussi, l'Institut environnemental brésilien, l'IBAMA, a délivré une autorisation de recherche de pétrole à la major publique brésilienne Petrobras, justement dans cette zone qui est proche du Venezuela. Donc on voit bien qu'il y a une activité pétrolière qui se développe dans ce qu'on appelle le plateau des Guyanes. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un actif qui intéresse de nombreuses entreprises. Donc ça, c'est un élément que moi, je ne négligerai pas. Néanmoins, il est clair que cet argument aussi est très utile pour la communication de Nicolás Maduro, puisqu'il permet de se victimiser, alors même qu'il s'agit d'un gouvernement tout à fait autoritaire. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucune question à voir là-dessus. Mais il me semble qu'au vu des expériences précédentes, où il y a eu un changement de régime dans un pays pétrolier, je pense à l'Irak de Saddam Hussein ou à la Libye de Muammar Kadhafi, est-ce que le changement de régime de ces pays, est-ce que ça aboutit à davantage de stabilité, à davantage de transparence et de démocratie? C'est vrai que compte tenu de ces deux expériences-là, il est permis d'en douter. Est-ce qu'il y aurait une tentative des États-Unis de reconfigurer une Amérique latine un peu plus proche de sa vision du monde, de ses intérêts économiques? Il est clair que les États-Unis ont été très largement absents de la région latino-américaine ces dernières années. Donc on sent bien un réengagement américain. Avec un président américain qui récemment voulait renommer le golfe du Mexique le golfe de l'Amérique, c'est bien ça? Absolument. Néanmoins, pour quel objectif et avec quels instruments? Et c'est pour ça que, de ce point de vue-là, je sens que c'est plus des objectifs court-termistes, ce qui est plus dans la logique de Donald Trump, qui est plus un homme d'affaires qui aime bien faire de deals. En tout cas, c'est ce qu'il revendique. Néanmoins, si on voit la réalité de la région latino-américaine, moi je pense qu'il peut avoir des résultats de court terme, mais il a un problème de long terme. Parce que la grande différence entre l'Amérique d'aujourd'hui avec l'Amérique latine de la guerre froide, c'est que... On a un petit son, peut-être c'est votre téléphone, non? Une petite ambiance sud-américaine. On va reprendre. On parlait de cette cette tentative de reconfiguration peut-être des Américains et de ce Donald Trump un peu court-termiste selon vos termes. Je voulais parler, et après on va parler aussi bien sûr de l'Argentine. Les Chinois, ils sont présents beaucoup en Amérique latine. Est-ce que derrière cette volonté américaine, il n'y a pas aussi contré la présence chinoise? Absolument, c'était le sens de mon raisonnement. Durant l'Amérique latine de la guerre froide, jamais l'URSS a été le premier partenaire commercial des pays tels que le Brésil, le Chili, voire même l'Argentine. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est le principal partenaire commercial de la plupart des pays de la région. Donc il est vrai que pour les États-Unis, dans cette stratégie, renouer avec ces pays latino-américains, il faudrait tout d'abord montrer le muscle économique et réinvestir économiquement la région. Or, la solution qui est proposée par Washington, c'est une solution coercitive, c'est une solution sécuritaire. On le voit au Mexique
en désignant les cartels de drogue en tant qu'organisation terroriste, en s'autorisant à éventuellement faire des frappes sur le sol mexicain, ce qui a été très vivement contesté par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit justement dans les eaux internationales vis-à-vis de ces bateaux au Venezuela. Mais on voit bien que c'est la force qui est privilégiée par rapport à d'autres méthodes qui pourraient permettre aux États latino-américains d'envisager des changements. Donc ça, on le voit bien très clairement dans le cas du Panama, par exemple. Le Panama a décidé d'abandonner son adhésion au programme des routes de la soie, ce qui était extrêmement important pour Donald Trump compte tenu du capital symbolique et surtout sécuritaire de la gestion du canal de Panama. Néanmoins, est-ce que cela crée les conditions d'une confiance entre les capitales latino-américaines et Washington? Rien n'est moins sûr. Et on voit bien que, y compris des pays tels que le Brésil, dont le président vient de rencontrer le président Donald Trump en Malaisie il y a quelques jours, eh bien, l'instruction qui a été donnée par le président brésilien vis-à-vis de ses équipes économiques, c'est qu'il faut se diversifier et il ne faut plus compter sur les États-Unis exclusivement pour notre commerce extérieur. Alors, il nous reste 2 minutes pour évoquer l'Argentine, parce que là, par contre, le président argentin, lui, s'entend bien avec Donald Trump. Il a remporté près de 41%, par 41% des voix les élections législatives. C'est une surprise, il n'était pas du tout attendu, cette victoire n'était pas du tout attendue dans les sondages. Ça lui donne des coudées bien franches maintenant à Javier Milei pour continuer sa thérapie de choc. C'est ainsi qu'il qualifie son action. Je pense que surtout, il a évité le pire, parce qu'on voyait bien que ces dernières semaines, il y avait une sorte de fébrilité qui s'installait tant sur le plan politique à Buenos Aires. Le ministre des Affaires étrangères de Javier Milei a démissionné quelques jours avant la tenue de ces législatives. Et dans les marchés futurs, c'est-à-dire du point de vue économique, le cours du peso s'effondrait. Il est clair que le soutien de l'administration Trump au peso, par le biais d'un prêt de 20 milliards de dollars qui a été annoncé quelques semaines avant la tenue de ces élections législatives, a été une bouffée d'oxygène. Absolument, d'autant plus que Donald Trump n'a pas hésité à conditionner cette aide à une victoire des candidats de Javier Milei lors de ces législatives. Donc il est clair que pour le président Milei, ce résultat qui est totalement inattendu, y compris pour le président argentin, ça lui constitue une bouffée d'oxygène. Ça va lui permettre d'engager avec davantage de sérénité la deuxième partie de son mandat dans un rapport de force qui lui sera plus favorable. Néanmoins, le problème économique reste entier et de ce point de vue-là, il devra faire un bon usage justement tant du prêt bilatéral qui a été consenti par Washington que vis-à-vis des prêts multilatéraux qui ont été accordés notamment par le Fonds monétaire international. Il va être confronté à des réformes qu'il veut lancer, notamment sur le travail, la simplification des embauches, et puis il compte organiser une nouvelle politique fiscale, ce président argentin. Merci d'avoir été en direct avec nous, Gaspard Estrada, sur le plateau de Point de vue, pour nous éclairer sur cette situation entre le Venezuela et les États-Unis, et plus largement cette relation entre l'Amérique latine et les États-Unis.